Avoir dans son cœur une image de beauté vous éclaircit la vie. C'est par cette citation-là que je vais commencer ce numéro du Grand Talk, non sans souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un qui est dans notre cœur, quelqu'un que nous aimons, mais d'un amour qui ne se... Je préfère dire bonsoir à mes amis pour qu'ensemble nous le fassions. Bonsoir André Bois. Bonsoir Brice, un amour qui ne se dément jamais. Merci. Élisée Bolougbe, comment vous qualifiez cet amour? Un amour incommensurable. Alain Toussaint, bonsoir. Comment vous qualifiez cet amour? Sincère. Un amour sincère. Isabelle? Un amour protecteur. Un amour protecteur. Franchement, j'aurais pu compléter de la part de Daouda un amour financier. On dit un joyeux anniversaire à Fabrice Saoignan. Ben voilà, donc c'est l'anniversaire aujourd'hui. Happy birthday, boss. Happy birthday, boss. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle année? Il a 51 ans. Ouais. Il le dit à qui veut l'entendre d'ailleurs. On va vous souhaiter la paix, beaucoup de paix. On souhaite la santé et puis le succès dans l'ensemble des entreprises que vous avez et de tout ce que vous souhaitez entreprendre dans les prochains mois, dans les prochains jours et pour l'année prochaine aussi. Sur ce, voilà. J'ai un petit cadeau pour vous et on vous le proposera tout en montrant au bureau. Et souvenez-vous bien de ce qui se passe entre Alpha Blondy et Houphouët-Boigny, vous comprendrez. Bien sûr. Seuls les initiés Seuls les initiés et les doyens. Exactement. Seulement que cette fois-ci, il y aura beaucoup d'Alpha Blondy en fait, pas un seul. Non, parce que j'ai déjà fait ça en fait. Parce que pendant qu'il y avait les Warriors, tu vois, j'ai quand même donné l'argent. Ok. Voilà. Et je pensais que ça allait quoi, démobiliser les Warriors, mais ils ont redoublé d'ardeur. Ils sont même allés encore en prendre. Et moi, j'avais une seule question. What's about my money? Bring back my 10 000. D'autres ont été plus ingénieux que toi. Ils ont attendu plutôt en haut. Ah bon? Pour donner leur enveloppe. Non. Ah, d'accord. Je fais la pancarte comme ça. Bon, allez les amis, on espère que vous êtes bien installés chez vous également à la maison. Vous nous regardez via nos canaux 206 Bouquet Canal+, et numéro 6 de la TNT. C'est vrai que j'aurais bien aimé qu'Isabelle soit supporter de l'Africa Sport. Non, c'est pas le cas. Non. La SEC. Non plus. Très bien. Tant que vous n'êtes pas à SEC, si vous voulez, ne soyez pas Africa, c'est pas un problème. Supportez le Sporting Club de Gagnoua ou le Sacramoutou Sport de Sacramoutou, c'est Bondoukou? Oui, c'est Bondoukou. De Bondoukou. Belle à les couleurs plutôt du stade d'Abidjan. Ouais, le rouge. bleu et le rouge. C'est ça. Oui, je vais dire merci à Guy Serge. Guy Serge. Oui. Très bien. D'accord. Aruna Dembélé, c'est celui à qui André Bois dit merci. Ouais, Aruna Dembélé, c'est celui qui m'habille du côté de Trècheville. C'était ça. J'étais sûr que vous allez mettre Trècheville, forcément. Vous allez mettre Trècheville. Élisée Bolougbe, notre grande révision, nous l'entamons avec du football. Le CHAN, c'est le cas de le dire. La Côte d'Ivoire disputait son deuxième match de ce championnat d'Afrique des Nations. Eh bien, mieux que le premier, j'ai envie de le dire. Nous avons tenu un échec, parce que c'est le cas de le dire, l'équipe de la RDC. De la RDC. Voilà, donc la Côte d'Ivoire... 0-0. Oui, 0-0 au terme des 90 minutes de jeu. La RDC et la Côte d'Ivoire sont séparés sur le score de 0-0. Ça n'arrange pas vraiment les affaires des Ivoiriens, puisqu'au premier match, si vous vous souvenez, nous avons perdu face au Sénégal, 1-0. Donc là, au stade de la compétition, après 2 journées, nous sommes à 1 point, moins 1. Et je pense que là, on n'a plus d'autres alternatives, si ce n'est de gagner au prochain match et espérer éventuellement aussi que les autres aient des résultats moins brillants, en fait. Donc ça devient un peu compliqué. On a juste envie de Côte d'Ivoire, quoi. Côte d'Ivoire, c'est pays. Ouais, ben, c'est ça qui est intéressant avec les Ivoiriens. Vous savez, on a une matière préférée qu'on aime en Côte d'Ivoire, surtout en matière de sport. Le calcul. Ouais, c'est la probabilité. Ça, franchement, à ce niveau-là, je pense que tous les Ivoiriens excellent, quoi. Si, au final, on revient tous à la maison. Alors, au-delà du résultat, on va parler un peu de la performance, pour ceux qui ont vu le match. Est-ce qu'on a un peu l'impression, parce que le premier match ne solde pas une défaite, le second match, c'est un match nul. Est-ce qu'on a l'impression qu'on grimpe pour obtenir une victoire en troisième match? C'est mon souhait. André, non, que mais dire de cette équipe moi, je ne suis pas d'accord avec l'analyse
d'Élysée, enfin, son point de vue, je ne le partage pas, parce que je pense que c'est le football, la magie du foot, c'est que lors de la du dernier tour ou du dernier match, journée, oui. voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Je dis que c'est On pas... aurait bien aimé que ce soit dans le camp de l'adversaire qui se pose cette question. Mais non, c'est pour tout le monde Malheureusement, aussi. c'est toujours nous. En Côte d'Ivoire, c'est vrai Non, que... mais c'est à peu près pour tout le monde, parce que je veux dire que il faut que notre adversaire du match précédent gagne pour qu'il soit automatiquement qualifié. C'est-à-dire que, voilà, en cas de match nul, voilà, les cartes sont rebattues pour tout le monde. Au dernier match, c'est celui qui gagnera qui ira au prochain tour. Donc, je veux dire que je ne suis pas sûr que c'est une spécialité ivoirienne. C'est que les poules à 4 ou à 3, souvent, c'est très compliqué. Voilà. Bon, je pense qu'on peut toujours espérer, mais j'observe quand même qu'en 3 matchs, en comptant le match amical contre la Mauritanie où on a pris 3 buts, on n'a pas été capable d'en marquer un seul. C'est un match amical après tout. Oui, mais c'est ça a quand même montré l'efficacité Donc, de en 3 matchs. l'équipe. Donc, c'est match amical. On enlève le match, 2 matchs, on n'a pas pu Bon, marquer. en 2 matchs, on n'a pas pu marquer un but. Donc, je pense qu'il y a quand même une fragilité de l'attaque et peut-être même un problème psychologique. Je ne sais pas si les garçons sont vraiment motivés. Voilà, donc on attendra. Ou à droite. Parce qu'ils Oui. ont peut-être la motivation, mais s'ils étaient tous Non, dans le sens qui n'est mais pas la le bon. physionomie du match de ce soir, contrairement à celle de samedi dernier, en tout cas aujourd'hui, les éléphants ont mieux posé montré un le meilleur pied sur le visage. ballon. En tout cas, ils ont mieux. Ce qui même a surpris tout le monde parce que quand même la RDC, pour avoir déjà remporté le CHAN, reste quand même une des équipes favorites du tournoi. Et là, les éléphants avaient quand même le pied sur le ballon. Ils ont vraiment pu poser le pied sur le ballon. Malheureusement, je ne sais pas on n'avait vraiment pas ce tueur-là qu'il fallait, ce buteur final-là qui pouvait mettre, voilà, pour mettre la balle au Ils l'ont fond. posé trop longtemps sur voilà, le pied, parce qu'il faut tirer, il ne faut pas seulement poser le Voilà, donc c'est le dernier geste, le dernier geste vraiment là qu'on a beaucoup pêché et malheureusement on repart avec un match nul. Ben, on espère qu'au 3e match qui sera le match contre l'Ouganda, qui sur le papier reste l'une des équipes, je dirais, outsider. Donc on espère vraiment pouvoir en tout cas sortir le grand jeu et puis marquer le maximum de buts pour qu'on puisse se qualifier au second tour. C'est pas du tout évident, mais en tout cas Le c'est Sénégal le joue défi. actuellement contre l'Ouganda. Le Sénégal joue aujourd'hui contre l'Ouganda. En ce moment, c'est enfin, ça, tout oui. à l'heure. Oui, à 10 oui, C'est c'est que ça. si le Sénégal bat l'Ouganda, ce qu'on souhaite, par exemple, Peut-être un match nul. On sera Donc, toujours, même si le Sénégal gagne, le Sénégal serait directement qualifié. Qualifié, Maintenant, il faut qualifié. qu'on gagne notre match. c'est tout. voilà, et la RDC, c'est C'est-à-dire la qu'on n'aurait deuxième. pas le choix, il faut Ouais. gagner juste le match. Parce que la RDC, La aussi RDC a avait fait, gagné son premier match. non, a fait nul avec l'Ouganda. Ah, donc, Oui, la elle RDC a fait elle nul avec 2 points. l'Ouganda. Dans la Voilà, RDC la a 2 RDC a 2 points, non, donc, tout va se jouer, À la dernière journée. Normalement, voilà, sur le 3e match. C'est ouais. ça. Très bien. Donc, chers éléphants, on a encore foi en vous. Ce qui nous reste de foi, en tout cas. Arrêtez de communiquer le défaitisme aux Ivoiriens. On est plutôt optimiste. Très bien. Mais est-ce que les Ivoiriens- gagner Même le Isabelle a Rwanda. décidé de ne pas s'exprimer sur la question. Voilà, les mains d'Isabelle. Ah, c'est ça, les mains d'Isabelle. Mais elle avait donné le bon pronostic d'ailleurs la dernière fois. Je ne sais même plus qu'est-ce que j'avais donné. 1-0 pour 1-0. Pour le la- Sénégal. Pour le du coup, Sénégal. je crois Tu avais que- osé. Je crois que vous me devez un cadeau là du coup. Bien sûr, bien sûr. Non, mais Vous l'aurez demain sur le plateau. tu fais un pronostic ou un paie et puis on te donne un cadeau. Oui, mais bien sûr, parce qu'elle est objective. hein. Non, parce que j'ai gagné. Voilà. Demain, vous aurez votre cadeau. C'était un gage, Isabelle. merci. C'est- Pas c'est- la chanson en tout cas. Non, pas la chanson. Un cadeau physique que vous pourrez tenir. Je vous en fais la promesse. Ah, ça c'est gentil, merci. Très bien. Alain a bien compris. Méfiez-vous des cadeaux des brises quand même, je vous le signale. Je vais faire mentir des plus. Et à propos de Chan, justement, c'est notre image du jour. Eh bien, ce sont les femmes arbitres prêtes à rentrer dans l'histoire du Chan pour la 2e édition consécutive, donc le championnat d'Afrique des Nations Total Énergie. Donc, ce sont 3 femmes arbitres qui ont été intégrées donc, dans la liste officielle des matchs en Algérie. Donc, la CAF continue de soutenir donc, le développement de l'arbitrage féminin. Eh bien, l'arbitre central, Vincentia, je prononce bien, je pense. Il y a une. Faut que j'ai essayé avec les noms. hein. Ah ouais? Oui. Vincentia Oui, Amédoné, ça va, on va y arriver. voilà, du Togo. Ainsi que la Camerounaise Karine Atezambong. Voilà. Très bien. La Zambienne Diane Chikotecha. Chicoter ça. J'étais sûr que vous allez dire ça, Isabelle. Côté chat. Chikotecha. Ah, mais d'accord. En tout cas, ces arbitres-là, ces femmes arbitres, eh bien, font leur entrée au niveau de la chaîne. C'est une bonne nouvelle, hein. Isabelle, je me tourne vers vous. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Après, il faut saluer donc leur entrée dans le corps en fait des arbitres. Mais est-ce qu'il faut
pour autant s'en émouvoir. Bon, je veux dire, les femmes de plus en plus, en fait, font preuve de leadership dans plusieurs domaines d'activité. Aujourd'hui, c'est le sport, on connaît déjà des compétitions féminines, etc. Donc moi, je n'en suis pas pour autant émue, mais il faut saluer en tout cas leur entrée parmi les arbitres pour cette édition-là. Élisée. Oui, c'est une bonne chose, mais je pense que c'est une continuité, c'est une volonté de la FIFA qui, depuis quand même quelques temps, a commencé à intégrer les femmes dans l'arbitrage au niveau même des compétitions, toutes sortes de compétitions, pas simplement les compétitions féminines, parce qu'au départ, c'était surtout sur les compétitions féminines qu'on mettait les femmes, mais aujourd'hui, la FIFA a décidé vraiment de permettre aux femmes aussi d'officier en tant qu'arbitre, soit arbitre central ou arbitre de tout dans les compétitions officielles, dans les compétitions masculines, on pourrait dire. Ça a été le cas au mondial, où même l'arbitre française Frappa a officié en tant qu'arbitre central lors d'un match du mondial. Et aussi, on a eu plusieurs dames qui ont été arbitres de touche. Donc, c'est une, je ne dirais pas une innovation, mais je crois que ça a peut-être même duré un peu. On aurait dû commencer un peu tôt, mais je pense que ce n'est que justice de voir ces femmes l'intégrer maintenant, le corps arbitral pour les compétitions, comme je dirais, masculines. C'est déjà une très bonne chose, parce que les femmes aussi arbitres sont soumises au même texte que les hommes, que les hommes, les tests d'endurance, les tests physique. Donc c'est normal qu'elles puissent aussi arbitrer des matchs où des hommes interviennent. Donc c'est une bonne chose. Bon, je pense que c'est dans la continuité quand même de ce qu'est aujourd'hui le management du football. De plus en plus de femmes sont dans les sphères de décision du football à la FIFA. Je crois que la secrétaire générale est une dame. Ah, une sénégalaise. Voilà. Au sein de nos fédérations nationales, très souvent, elles sont à des fonctions aussi importantes. Et puis les compétitions de femmes, les compétitions officielles attirent de plus en plus aussi à la fois les médias, le public. Donc on va vers une mixité qui ne devrait même pas surprendre. Et je pense que 3 femmes arbitres, on pourrait faire davantage aussi. Est-ce que les femmes, justement, s'intéressent au foot? Non, mais surtout au métier d'arbitre. Non, c'est ça aussi le but du jeu. Parce que déjà, on l'a suffisamment appelé, c'est que les femmes ont leur compétition, donc elles sont déjà des sportives, elles sont déjà dans le sport. Sauf que dans beaucoup notamment dans le football, c'était des hommes qui étaient encore des arbitres. Et il n'y avait pas donc, on va dire, la réciprocité, parlons comme ça. C'est-à-dire qu'on ne retrouvait pas de femmes chez les hommes. Et là, c'est ce qui est en train d'arriver. Donc, c'est cette mixité. Et même quand il y en avait, souvent, elles étaient arbitres de touche. Voilà. Et là, elles étaient soit arbitres donc, de à la touche, VAR, même souvent, observatrices. Elles n'étaient pas sur le terrain. Comme quoi, elles ne pouvaient pas peut-être répondre physiquement quand elles n'avaient pas le test à ce que pouvait faire un arbitre masculin. Et là, aujourd'hui, on est en train de battre donc, en brèche tout ça. C'est vraiment une vraie mixité et ce n'est que, je veux dire, ça donne la preuve que le football est un sport inclusif et que Non, mais Brice... Il y a pas de machisme quand même dans le football, parce que souvent les interventions des arbitres doivent s'accompagner de beaucoup d'autorité, et là on se rend bien compte que peut-être que cette autorité n'est pas... Une femme ne peut pas être autoritaire. Ah, c'est souvent comme ça qu'elles réussissent. Hein, elles réussissent. Ah, mais voilà, donc... parce que, bon, je passe sous silence tes arbitres qui étaient poursuivis. Non, de plus en plus, le sport commence à devenir civilisé. Non, c'est les excès. Les sanctions aujourd'hui, peut-être, ça dépend dans certaines fédérations très reculées. Mais aujourd'hui, les sanctions sont terribles. Oui. Sans prendre un arbitre, c'est que vous avez signé votre arrêt de mort dans le milieu du football. Ouais, c'est ça. Donc, vraiment, ça arrive très peu. Alors, donc, souvent. toutes ces conditions-là favorisent donc une saine émulation de l'arbitrage féminin. Non, et puis, ça ne veut pas dire que les femmes ne peuvent pas supporter aussi la pression, la tension liée justement à la passion du foot. Et voilà, qu'elle soit femme ou homme, une arbitre, elle va subir les mêmes mauvaises foi des joueurs, ils vont tomber exagérément, etc. Les supporters vont penser qu'il n'y a pas faute. Et bon, voilà, une femme peut supporter ces pressions et je pense que c'est très bien. Et elles se feront insulter aussi. Ben voilà, et comme les hommes. Il faut extirper ceux qui injurient des stades parce que voilà, le football, la réalité du football, c'est qu'on peut commettre des erreurs et que voilà, l'arbitre aussi est maître, on va dire, de la partie. Hein. C'est ça. Et ce qui est il a les moyens de se faire respecter. Et ce qui est intéressant, c'est que quand même les femmes, elles ne sont pas venues juste comme la 5e roue de la charrette, hein, elles tiennent là-bas quand elles officient des matchs. Je me rappelle de cette arbitre française dont je parlais tout à l'heure. On a vu qu'elle a tenu vraiment son match et puis elle est même restée parmi les arbitres qui sont restés jusqu'à la fin de la compétition. Donc c'est montré quelque part qu'il y a de la compétence à ce niveau aussi. Très bien. Bravo mesdames, on va observer leur parcours au cours du CHAN et puis on leur souhaite... Elles seront là aussi à la CAN Abidjan. À la CAN Abidjan.
Très très bien. Des gens vont observer le parcours parce qu'attention, ce que la FIFA fait maintenant, c'est qu'il y a des évaluations d'arbitres en fonction en fonction de comment elles vont se comporter. Ça, c'est pas parce que c'est des femmes, c'est l'ensemble du corps arbitral. Donc, en fonction de comment ils se comportent, ils pourraient être qualifiés également. Parce que je crois que les arbitres se qualifient maintenant pour les compétitions. Oui, mais en tout cas, à chaque fois qu'il y en a eu, Elisa a suffisamment rappelé la française. Il y a eu la rwandaise qui avait déjà officié à une CAN. Au fur et à mesure, on voit qu'elles sont toutes aussi compétentes. Donc, je pense que la question, elle peut se poser, mais on a un peu la réponse quand même. Non, j'en parlais juste pour Papa Gassama. C'est ça. Bon, fin de parcours pour un délinquant sexuel. L'arnaqueur du Miroir aux Alouettes a été interpellé par la PLCC. Eh bien, le nommé DTFA, donc pour le nommer ainsi, qui avait réussi à emballer 6 filles donc, dans son Miroir aux Alouettes, a été donc interpellé. Pour le principe, il aguichait ces demoiselles, il leur faisait des propositions et après il les menaçait donc, de divulguer des vidéos de leurs ébats sexuels et abusait de ces pauvres femmes. Et résultat des courses, fin de parcours pour lui. Mais après, il y a du questionnement, André. Oui, il y a toujours un questionnement. Je dis que c'est après combien de temps j'allais dire, de relations, qu'on commence à être un peu plus intime. Non, mais il y avait des propositions. Et là, il faut surtout évoquer la question de la proposition d'entretenir des rapports intimes avec donc, un certain client moyennant la somme de 130 000. Non, ça, après, il y a le côté chantage, le côté chose. La question que vous me posez, moi, enfin, je pense que l'une des questions qu'on peut se poser, c'est combien de temps après qu'on commence à être un peu plus intime avec quelqu'un qu'on croise sur les réseaux sociaux. C'est ça. C'est-à-dire que commencer déjà à envoyer des photos avec quelqu'un qu'on n'a jamais vu, etc., ça commence à être problématique. Ça ne veut pas dire que j'accuse ces derniers, mais c'est un vrai questionnement. Non, mais en fait, dans le cas d'espèce, ce qui s'est passé, c'est qu'il aguichait ces femmes via Internet. Ouais. Ils se voyaient, ils avaient des ébats. Et pendant les ébats, en fait, ils filmaient discrètement. Ouais. Donc, ce n'est pas pendant la causerie qu'elles envoyaient, en fait, des photos nudes, etc. C'est vraiment pendant les ébats qu'ils filmaient discrètement à leur insu. En fait, donc après bon, ça les faisait chanter. Exactement, il les faisait chanter, mais ça contribue en fait à ternir l'image de la Côte d'Ivoire à l'étranger, parce que j'imagine que ces femmes qui ont été arnaquées, ça se fait également pour des femmes qui sont dans d'autres pays, etc. Donc le terme brouteur en fait vient de cette pratique-là, grosso modo. Donc moi je trouve que c'est dommage en fait d'en arriver là. Et pour ces jeunes, ces victimes habitent où? Non, mais par contre, pour revenir au questionnement, quelle responsabilité on dégage plutôt les responsabilités à présent. Les responsabilités, effectivement, au niveau de ce genre de personnes qui utilisent ces pratiques, mais au niveau également, responsabilité au niveau également des victimes. Parce que le modus operandi m'a pas l'air d'être quelque chose d'extrêmement sophistiqué. Justement, à un moment donné, il y a un peu l'appât du gain aussi. Non, c'est pour ça que quand elle disait, je parlais de combien de temps après qu'on commence à soit envoyer des photos intimes ou en tous les cas à être en intimité avec quelqu'un. Mais là, il se trouve que avant même les relations, il annonçait les couleurs. C'est ça le truc. Il disait clairement, viens me voir pour une relation sexuelle tarifée. Ou je ne sais pas si c'est avec lui ou avec quelqu'un d'autre, parce qu'il est à la fois client et proxénète. Donc, on est quand même sur une question d'une relation, parce que ce n'est pas que j'encourage, même avec les proxénètes, c'est des gens qu'on fréquente depuis un moment quand même. Voilà, c'est la question que je lui ai posée. C'est que, voilà, si on commence à aller avec le premier venu juste parce qu'il nous miroite de l'argent, c'est là où Brice commence à dire, il n'a pas du gain. Oui, sur la question de la... Moi, je pensais sur la question de la responsabilité, comme Brice le dit, elle est un peu partagée. C'est vrai que lui, il a déjà planifié son coup, hein, il est dans une dynamique vraiment de faire mal. Mais les victimes elles-mêmes, bon, elles sont, on dirait un peu victimes, elles vont de bonne foi en fait. Je pense que comme André le dit, on n'a pas d'informations sur combien de temps a duré peut-être l'aguichement avant qu'elle ne puisse céder. On n'a vraiment pas l'information, mais à supposer par exemple que vraiment ça ait respecté plus ou moins un certain nombre de normes. Pour qu'on en arrive là, on trouvera qu'il a été suffisamment très méchant. C'est pas bien, mais en même temps aussi, ça nous interpelle. Ça interpelle tout le monde, ça interpelle vraiment la société sur la nécessité vraiment d'être prudent dans ces relations qui naissent sur Internet et qui parfois vraiment font des dégâts, comme c'est le cas pour cette situation en fait. D'être vraiment prudent. Parce que ces filles, en fait, monnayaient leur charme, c'est ça? Non, il faisait la proposition, en fait. Oui, c'est ça. Après, la question de monnayer, vous savez comment ça se passe. Il peut y avoir des filles dans des situations extrêmement compliquées. Ça, je ne sais pas trop, mais expliquez. Vous ne savez pas trop. Non, parce que
pour vous rassurer là-dessus, ça fait l'objet de plusieurs études. Bien Donc, sûr. c'est pas une expérience personnelle. Non, mais je peux rassurer tous les téléspectateurs que c'est juste le fruit de ces lectures. Voilà, c'est pas du tout l'expérience Et personnelle. donc, quand il y a des femmes, ou même des hommes qui sont en fragilité, ces personnes peuvent se retrouver justement à céder face à des gens qui agissent. C'est pour ça que la question de culpabiliser la victime, c'est pas évident. C'est ça. Parce qu'on peut se retrouver nous-mêmes dans un engrenage socio-économique extrêmement compliqué Bien sûr. qui fait qu'on cède à ce type on a dit, de miroir aux alouettes. Donc voilà un peu ce qu'on peut quand même aussi noter, même si il est toujours de notre responsabilité aussi d'observer bien l'attitude des uns et des autres avant de faire confiance. C'est ça, parce que de ce que nous avons comme détail de l'information, eh bien, c'est derrière un compte Instagram, eh bien, que se fait la proposition. C'est ça. Donc derrière, c'est censé être une femme. C'est le compte d'une femme, et derrière ce compte de la dame, eh bien, se cache l'arnaqueur en question, qui propose via ce compte à la demoiselle en question d'avoir des rapports. Et pour le montant de 130 000 francs, pour la somme de 130 000 francs. Et donc après, quand les ébats ont lieu, non seulement le gars refuse de payer, mais en plus maintenant il menace de publier les photos de leurs ébats. Donc du coup, ça. voilà, c'est bien dommage. C'est à ce moment-là qu'arrive le chantage et tout ce qui s'ensuit. Il faut quand même féliciter la la PLCC. police comme, voilà, la qui PLCC. a vraiment désormais les moyens de retracer C'est ça. tous les bandits du net. Et puis, il faut dire que même si on parlait tout à l'heure de responsabilité à un certain niveau, même si elles étaient face à cette situation-là, parce que souvent dans le chantage, on se dit, vous n'irez pas jusqu'à ébruiter l'affaire, vu que vous-même, vous avez une certaine part de responsabilité. Mais là, quand on voit quand même le courage de ces dames Non, et puis il y a la honte, hein. Voilà, c'est pour parler de courage, il y a la Voilà. honte, c'est pas évident. C'est ça. qui ont accepté d'aller porter plainte, aller à la PLCC, et puis donc... Il faut le faire, en fait. Il faut les encourager à le faire. Il ne faut pas céder toujours au chantage. Il faut le faire. Aujourd'hui, la police a les moyens quand même de retracer et puis de garder votre dignité, votre intimité, et pas vraiment faire ébruiter les choses, quoi. Donc, il faut aller... Parce que de toutes les façons, ces 6 filles-là, on n'a pas leur identité. C'est ça, Mais c'est en ça. tous les cas, aujourd'hui, il est clair qu'en Côte d'Ivoire, celui qui s'adonne à du chantage à travers les réseaux sociaux, avec des photos, etc., menaces, ben, il va se faire pister C'est ça. et on lui met la main là-dessus. Très bien. La police a les moyens de ça, en tout cas. Ben voilà. Nous on marque une courte pause. Le temps de... Bon, vous saurez quoi et on vous revient tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk en compagnie d'Isabelle Vavor, Alain Toussaint et André Bois. Nous a rejoint sur notre plateau Monsieur Steven Haff. Vous êtes attaché de presse de la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau. Merci. Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique. On présente un peu la Fondation aux téléspectateurs. Oui, merci. La Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique est une organisation caritative à but non lucratif qui est créée au Togo depuis 2017 par sa présidente, sa fondatrice, Madame Trénou, et qui est une femme de grand cœur, qui est mue par la question de l'émancipation de la femme et surtout venir en aide aux familles démunies. Vous savez quand même qu'en Afrique, il y a dans le monde, il y a une inégalité qui est remarquable tout de suite. Hein. Quand on arrive quelque part, on voit ceux qui sont nantis et on voit ceux qui sont dans le besoin. Et la présidente, elle se dit, voilà, on ne peut pas rester insensible. On ne peut pas rester insensible. J'avais les bras croisés. Quand vous avez dit ça, j'étais croisé. On ne peut pas rester les bras croisés. Oui, Donc, il faut agir. Mais il faut agir ensemble encore plus. Et c'est son combat. C'est d'où la nécessité de créer cette fondation Agir Ensemble pour l'Afrique. Et cette fondation a pour mission, je peux dire, l'assistance, comme je l'ai dit au début, aux familles démunies. Surtout les questions liées à la femme. À la femme et la Fondation, depuis sa création, surtout, arrive à soutenir. Justement, là, on voit les images, pardon André, mais là, vous ne voyez pas les images, mais nous, on les voyait. Ce sont des actions fortes hein, que la Fondation mène auprès des femmes. Là, on voit, par exemple, dans les hôpitaux, des dons, de l'assistance, en fait. Oui, il faut dire que la question de la maternité, c'est-à-dire quand vous savez quand même, on arrive au monde par la vie. Et la présidence se dit, voilà,
tout être humain arrive par la vie et il faut aller à cette source-là pour aider. Vous savez que des gens sont dans des situations de précarité et des hôpitaux les maternités sont dans le besoin. Et donc, du coup, elle se dit, voilà, il faut surtout être proche de la famille, de la femme, tout en menant des actions fortes. Et c'est dans ce sens, surtout, qu'on sillonne des hôpitaux à travers le Togo pour apporter des soutiens matériels et surtout la rénovation des maternités. Et je peux vous dire qu'il y a eu des actions depuis 2017, il y a eu des actions considérables, dont la rénovation d'une grande maternité communautaire qui a vu naître des millions de Togolais. Mes enfants sont nés là-bas, j'ai grandi dans le même quartier. Ce n'est pas parce que j'ai grandi dans ce quartier, mais parce que c'est une maternité de référence. Et elle se dit, voilà, cette maternité qui porte l'histoire des peuples, des Togolais de toute origine, que ce soit que vous êtes nanti ou pas, et elle se dit, voilà, il faut porter une touche de nouveauté à cette maternité. Et on a parlé de naissance au Togo. Là, aujourd'hui, vous avez porté, on l'a vu là, beaucoup d'actions pour impacter donc, la société togolaise. Aujourd'hui, votre présence à Abidjan, en Côte d'Ivoire, s'inscrit véritablement dans quel cadre? C'est quoi l'idée derrière cette présence en Côte d'Ivoire? On a dit agir ensemble pour l'Afrique. Vous savez, il est question aujourd'hui de fédérer les forces, les actions. Quand on agit, on se demande, quand on fait des actions, est-ce que ça impacte véritablement nos communautés? C'est une question qui reste posée. Est-ce qu'on va rester dans l'esprit d'assistanat ou on va se souder? Et avec Mme Traîneau, la présidente de la Fondation, on s'est dit, pourquoi ne pas aller vers les autres pays pour pouvoir se solidariser avec les autres fondations, les autres organisations, les autres femmes, leaders des femmes qui se battent. Donc vous allez peut-être être en association, mais pas créer forcément une antenne ici à Abidjan? En fait, les projets, ça arrivera. Mais aujourd'hui, je peux vous dire concrètement, c'est d'arriver à ce que l'on soit à Lomé ou que l'on soit à Korogo, que les actions de la fondation ou d'une autre fondation en Côte d'Ivoire impactent l'africaine, la femme africaine en général, et nous y sommes. Et parlant de la Côte d'Ivoire, bien sûr, c'est parce qu'en fait, on a pris la Côte d'Ivoire pour commencer parce que c'est un pays frère. On sait tous que cette fraternité se traduit dans beaucoup d'actions. Oh, si, récemment d'ailleurs, le Togo nous a beaucoup aidés pour le retour de nos 46. Je peux vous dire bravo, merci le Togo. Merci, et nous profitons pour dire merci aussi à ce partenariat, à Sud-Sud, hein, parce que souvent on va chercher du Nord pour venir régler, mais ça a été réglé entre nous, et moi je pense que c'est un pas pour quand même nos institutions qui deviennent des institutions fortes. Et donc c'est dans ce sens qu'on se dit, voilà, pour qu'on ait une fondation solide, il ne faut pas qu'elle se limite au Togo, mais qu'elle se déploie dans l'Afrique et que les autres actions mutualisées, pour qu'on ne demande pas des aides qui viennent toujours du Nord et qu'on ait l'impression d'être dans la mendicité. Et ça encore, la première dame l'a dit, et Mme Traîneau l'a dit, quand on va aider, ce n'est pas pour être forcément dans l'assistanat, mais d'amener, accompagner à être autonome. C'est surtout l'une des chevals de bataille de la Fondation, l'émancipation économique de la femme. Merci. Il est dans le domaine. Hein, donc quand on lui pose une question, il est temps. Alors, vous faites quoi? Vous rencontrez des femmes en Côte d'Ivoire? Vous rencontrez des associations? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Concrètement, il faut dire que cette visite de travail et d'échange avec les partenaires s'inscrit surtout dans la promotion de l'événement phare de la Fondation qui arrive. Vous savez quand même à chaque 8 mars, la Fondation, depuis sa création, a mis sur pied l'événement qu'on appelle la Womanite. Et cette Womanite, c'est un gala de charité qui célèbre et qui sensibilise, mais qui célèbre la femme africaine. Vous savez, souvent, quand on demande aux jeunes filles quel est votre modèle de femme, on cite Oprah Winfrey, Michelle Obama. Mais aujourd'hui, il faudrait que dans 20 ans, dans 15 ans, dans 10 ans, que nos jeunes filles citent d'autres femmes africaines comme référence. Et ces femmes doivent être mises à la lumière. Et c'est ce qu'on fait avec la soirée de gala Womanite, où des femmes sont honorées, sont récompensées, sont primées pour leur action impactante, pour leur parcours pas des moindres. Et c'est quand même louable pour nous, pour les peuples africains aujourd'hui. En tout cas, nous on a été très très heureux de vous recevoir sur le plateau. Vous avez une toute dernière, André? Non, c'est bon. J'avais juste une question. Allez-y. Une question sur... J'ai vu qu'au Togo, vous intervenez beaucoup dans le milieu des enfants, notamment orphelins. Pour vous, c'est une dimension importante de votre action. Oui, vous savez, aujourd'hui, je vais prendre un exemple qui n'est pas là, mais vous savez qu'aujourd'hui, entre-temps, la Côte d'Ivoire était minée par le phénomène des microbes.
parce que quelque part, c'est un problème commun à l'Afrique. Hein. C'est la Côte d'Ivoire qui est arrivée à donner un an. C'est un problème commun à l'Afrique. Et on s'est dit, il faut que l'enfant soit protégé. Il faut que l'enfant soit éduqué. Il faut que l'enfant soit accompagné. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'accompagner l'enfant africain, surtout la jeune fille. Vous savez, la vulnérabilité. Tout à l'heure, vous parlez des réseaux sociaux, des problèmes liés en fait aux cybercriminalités. Mais si la jeune fille n'est pas éduquée, n'est pas mise en garde, n'est pas accompagnée, n'est pas assurée, qu'elle n'a pas besoin d'aller se livrer à ces bêtises-là pour avoir de l'argent, elle ne va pas être victime de ces personnes. Et c'est le combat de Mme Traîneau qui est là et qui met le point sur la table. Allons, les enfants, protégeons-les et il faut les scolariser. Et c'est pour ça que quand on arrive dans les périodes de rentrée scolaire, je ne vous cite pas les dons qui ont été faites du nord au sud, de l'est à l'ouest du Togo. Très bien. En tout cas, nous, on va regarder très très près. Hein, et je pense qu'avec nos téléspectateurs, on en sait beaucoup plus sur la fondation Agir Ensemble pour l'Afrique de Mme Traîneau. Oui, mais il manque une chose que vous ne savez pas, c'est que le 11 mars prochain, il y aura l'édition 2023 de la Womanet. Et à cette édition, il y aura des invités, pas des moindres. On est venu en Côte d'Ivoire, on a invité pas mal de personnes. Dont moi, par exemple. Dont vous, par exemple. Et puis dans le PDG du groupe, qu'on remercie. Les artistes ivoiriens seront de la partie. Les vedettes ivoiriennes seront de la partie. Vous promettez que nous, on y sera. Non, mais Live TV est partenaire en fait de l'événement. Ça a été scellé. Joyeux anniversaire au PDG en passant, parce que madame a pris soin de le lui souhaiter. Je le transmets encore. Et donc, du coup, le 11 mars prochain, ce sera l'événement africain. Ce sera l'événement phare et ce sera à Lomé et ce sera du beau. Ce qu'on va faire, c'est que nous, régulièrement, on va s'assigner la mission de rappeler le rendez-vous à nos partenaires, aux invités, aux artistes, en tout cas à toute personne qui souhaitera donc effectuer les déplacements à Lomé, donc ce 11 mars pour cette édition 2023 pour votre magnifique soirée. La Woman Night. Merci beaucoup, Steven A.F., attaché de presse donc, de la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique et nos amitiés à Mme Traîneau. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. On marque une courte pause et derrière, il y a d'autres points d'actualité à développer sur le rendez-vous du Grand Talk. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk en compagnie d'Isabelle Vavor, en compagnie d'Alain Toussaint. Alain Toussaint, oui, tout le monde voit Alain Toussaint. Enchanté, tout le monde voit le visage interrogateur. Il est OK. On dit accompagné d'Alain Toussaint, demande c'est qui? C'est lui. André Bois et Élisée Boloubeu, les messieurs en costume sont de l'autre côté. On les a mis tous deux du même côté. C'est vrai. Nous allons évoquer dans notre grande actu à présent, les amis, la question de nos 49. Vous me direz encore les 49? Oui, les 49 sont rentrés, bien, pas le matériel militaire. Bon. Il est resté à Bamako. Pourquoi, Élisée? Je ne saurais te dire exactement pourquoi disons, l'équipement de l'armée est resté à Bamako. Ce qu'on sait, c'est qu'au début de l'histoire, si vous avez bien suivi, il avait été dit effectivement que... Il y avait deux avions. Il y avait deux avions. Il y avait un qui avait les hommes à l'intérieur. Il y avait un second qui lui transportait le matériel. Donc le matériel, c'est tout, la logistique, les armes et tout ça dans le matériel. Effectivement, à la suite de la grâce présidentielle accordée aux soldats ivoiriens par Assimi Goïta, le président Assimi Goïta, les soldats sont bel et bien rentrés en Côte d'Ivoire, mais les équipements et toute cette logistique-là a été mis sous scellé, justement par l'État malien, donc, qui l'a encore en possession. Cela n'a pas encore été remis officiellement à la Côte d'Ivoire. Pour l'heure, on n'a pas grande information sur l'issue, si effectivement la Côte d'Ivoire pourra entrer en possession de cet équipement-là ou pas. On n'a pas encore d'informations dessus, mais je pense qu'a priori, au regard de l'évolution de la situation avec notamment cette accalmie, je dirais ce climat plus ou moins apaisé, on pourrait éventuellement aller vers une telle issue. Mais pour l'heure, la Côte d'Ivoire n'a pas encore reçu cet équipement. Qu'est-ce qui emmènerait les autorités maliennes à ne pas permettre le retour de l'arsenal militaire pour les questions de sécurité, je ne sais pas, pour les questions de justice, pour dire, OK, ils ont été blanchis, ils ont été graciés, mais attention,
l'objet du délit peut-être, ou bien les éléments. C'est quoi, Alain, tout ça, selon vous? Non, je pense que vous avez tout résumé. Je pense que le matériel militaire a fait l'objet d'une saisie depuis le 10 juillet, date de l'arrestation de nos compatriotes. Et la procédure judiciaire a débouché sur la grâce au profit de ces militaires. Maintenant, je ne sais pas quel type d'arrangement permettrait que ce matériel soit restitué à la Côte d'Ivoire. Mais généralement, dans les affaires de justice, il me semble quand même que quand il y a une saisie de ce type-là, le conservatoire, après, Non, tout est question peut-être de négociations, mais je ne sais pas si ce sera restitué. Ce n'est pas une affaire ordinaire, donc je ne suis pas sûr que la justice l'a gérée de façon ordinaire. Donc, conserver des armes, des malfrats, enfin on va dire, mais là, il s'agit quand même d'une affaire entre deux États. Et une fois qu'on a libéré les personnes, je pense que quand même la continuité aurait été de donner les armes. Surtout qu'on le rappelle assez souvent, dans le contrat qu'il y a à la Côte d'Ivoire à l'armée allemande pour son accompagnement, il était prévu que l'armée ivoirienne vienne avec le matériel, son matériel pour accompagner justement l'armée allemande là, dans sa mission. Donc, pour moi, les choses doivent aller ensemble. Je ne sais pas, je ne vais pas encore sortir des grands mots, mais la junte ne peut pas encore nous faire le coup d'une affaire qui, pour nous, est censée avoir été complètement... Une autre affaire, vous voulez dire. Complètement avoir été réglée. Parce que, quoi qu'on dise, nous aussi, on en a besoin pour notre sécurité, pour gérer nos frontières, etc. Donc, c'est ça aussi, c'est une réalité. Donc, il faut que le pouvoir malien, là, je vais être gentil, essaie quand même de jouer son rôle de pouvoir ami. On n'est pas ennemis. Isabelle, vu que la touche de tendresse, là, je vous l'accorde, est-ce que le pouvoir malien n'a pas encore envie de se faire chouchouter? Parce que chaque fois qu'il y a une affaire, c'est toute l'attention du monde, c'est toutes les... on a juste envie toujours de leur faire la cour. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle occasion qu'ils ont eue Bon, ce dossier-là a toujours été assez sensible. Ce n'est pas un dossier qui a été traité de façon ordinaire, comme l'a dit André tout à l'heure. Donc, je pense que tout va se gérer avec des négociations. Ça leur permet aussi d'avoir, je pense, une longueur d'avance sur certaines négociations à venir encore. Donc, j'ai envie de rester positive et de dire... ça va donner lieu à un nouveau mémorandum. Le temps nous le dira. Après, on ne sait pas quel est le contenu exact du mémorandum qui a été signé. Est-ce que ça faisait partie, en tout cas, des accords, c'est-à-dire le retour, en tout cas, du matériel qui a été saisi et scellé là-bas? C'est à voir. Je pense qu'il faut rester optimiste. Les négociations sont peut-être toujours en cours, donc on verra... comment est-ce que ce dossier-là se terminera définitivement? D'accord. Moi, je pense que c'est une question de logique. Je crois qu'aujourd'hui, après tout ce qui a été dit ou a été fait pour qu'on en arrive aujourd'hui à la libération des soldats, à ce qu'ils les rentrent sur Abidjan, je crois que la logique voudrait qu'on aille au bout du processus. Et pour moi, le bout du processus, c'est que l'équipement, l'arsenal militaire des soldats ivoiriens soit restitué à la Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est ce qui est logique, en fait. Parce que vous ne pouvez pas dire aux soldats de rentrer et puis bloquer leur armement. Ça donne l'impression, quelque part, qu'on avait peut-être besoin de ça. Et aujourd'hui, on se dit c'est du pain béni qu'on a. Ils ont été condamnés. Oui. Ensuite, oui, ils ont été graciés. C'est ce que je dis. Mais le matériel... Maintenant, j'explique. La condamnation... Vous voulez nous dire que cette grâce-là, qui croit à ça? Enfin, à un moment, il ne faut pas non plus faire comme si c'était normal. Mais il y a eu un procès... Depuis qu'on a gracié, au bout de 2 jours, des gens qui sont condamnés pour les faits d'accusation, les chefs d'accusation qu'on a eu là. Donc, l'affaire elle-même est une affaire politique. On va faire le débat, tout ça, mais l'affaire est une affaire politique. Ne la ramenons pas dans le giron judiciaire. Mais c'est ce que je dis, justement. C'est à peu près ça qu'il veut faire, Brice. Parce que je cherche des raisons. Non, mais le dénouement... Je cherche des raisons, les amis. Brice, vous et moi savons que le dénouement de cette affaire n'a rien de judiciaire, elle est purement et simplement politique et diplomatique. C'est tout. Et dès l'instant qu'elle est politique et diplomatique, comme je le dis, on est dans une question de logique. Elle est passée par le canal judiciaire. Voilà, oui, mais on est dans une question de logique. Si on estime que ces soldats, comme on l'a dit, méritaient la prison ou bien ont été condamnés par la justice et que derrière, il y a eu cette mesure de grâce qui, bien évidemment, est le résultat d'une diplomatie, d'une action politique qui a été menée. Donc la logique voudrait qu'effectivement, l'arsenal militaire qui avait accompagné ces soldats, parce que c'est ce qui justifie ce qu'ils partent, cet arsenal militaire soit mis à la disposition de la Côte d'Ivoire. Donc pour moi, c'est un processus qui est en cours et la logique, c'est que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, l'arsenal de l'armée ivoirienne soit restitué à l'armée. Alors ils disent attention, j'ai vu des militaires et des armes rentrer pour peut-être nous attaquer. Ok, on va les faire rentrer, mais on ne sait jamais si on leur rend leurs armes, sait-on jamais, ils peuvent peut-être nous attaquer à nouveau. Moi, je voulais quand même qu'on relativise. Nous ne savons pas si l'État ivoirien
à réclamer la restitution déjà de ce matériel. Et d'autre part... Mais est-ce que l'État a besoin de réclamer? Non, attendez, je vais terminer. 17 fusils d'assaut, 6 voilà, 6 Galil, voilà, 9 Kalash, 3 pistolets. 13 Excusez-moi, pistolets. ce n'est pas pour cela qu'on va déclencher la énième guerre mondiale. Ah Voilà. mais non, ça c'est... Non, mais moi, je ne que- suis pas sûr que ce soit l'effectivité du matériel que l'armée a envoyé. Ça, c'est ce qui a été cité, ce qui a Parce que, fuité. excusez-moi, C'est parce qu'on on n'a pas besoin de ça là pour, avion, pour ça. pour Juste faire 9 17 Kalash, c'est pas Kalash, il y a un possible. truc qui va pas. Non, je pense que bon, ici, l'énumération C'est ça. voilà, est incomplète. Mais je veux dire, ce sont des arrangements qu'ils vont faire. Je ne pense pas, franchement, je veux dire... Mais nous, ce qu'on développe, pourquoi cet arrangement est-il obligé d'intervenir, je ne sais pas, combien de mois plus tard? Parce que moi, j'aurais pour tout un compris. énième La logique aurait été que, dès le départ, vous rapatriez les soldats sans leur armes. Vous dites, bon, nous, ce sont vos soldats, vous avez pris, enfin, ils sont chez nous, bon, on vous les ramène. Il y a un calendrier, Mais pour le moment, on garde les armes parce qu'ils peuvent être dangereux, ça peut revenir vers nous. mais dans À la le- limite, j'aurais compris. Dans la Mais il y a eu une décision de justice- négociation. Dans la décision de justice, c'est mentionné tout ça, que les armes sont confisquées. Mais il y a eu une négociation. Voilà. Oui, À moi, je considère que la négociation ne sert plus à rien. Oui, je comprends. Enfin, moi, je vous ramène juste au document qui sanctionne le procès. Oui, allez, nous, Ils énumèrent le on est... matériel Oui. et quelque part, ils indiquent Allez, quand on même est- que tout cela est Allez, confisqué par on est l'État malien. aligné sur le fait que l'État malien a expliqué pourquoi il saisit, pourquoi il a arrêté les soldats. Ça, on est aligné dessus. Mais vous et moi, sur ce plateau, on est unanime que le fait que les soldats ivoiriens soient à Abidjan, c'est le fruit des accords diplomatiques et Bien politiques. sûr. Oui. Donc, c'est ce qu'on dit. Donc, on dit dans cette dynamique de logique, dans cette logique-là, mais si on a pu mettre les soldats, on a pu leur dire qu'ils sont graciés, qu'ils rentrent et autres, et qu'on a un arsenal militaire qui est utile pour l'armée, parce qu'en réalité, on n'a pas pris ça juste pour aller jouer, mais c'est utile pour l'armée. Parce que c'est un manque à gagner aussi pour l'armée. C'est un équipement que l'armée de Côte d'Ivoire a payé, c'est doté de ça. Donc en réalité, l'armée de Côte d'Ivoire en a besoin. Donc si je me dis que les négociations telles que celles-là ont été menées, la logique de ces négociations voudrait qu'on ne fasse pas une moitié pour une autre moitié. C'est-à-dire l'armée vient, comme il le dit, peut-être dans le processus, les soldats rentrent pour vraiment apaiser toutes les tensions et montrer notre bonne foi. Mais là, les armes doivent suivre dans la foulée. Donc, moi, pour moi, la logique, c'est que les armes suivent et je pense que c'est ce qui va se faire. Et puis, Oui, mais c'est une question de temps, donc il n'y a pas à Bon, s'en et offusquer. en fait. c'est par ça qu'on va terminer, parce que... Mais après, un autre angle, on a fait mais un autre angle, je l'ai dit très succinctement, peut-être, comme on a coupé la parole à Isabelle, moi c'est le côté, est-on devenu amis ou pas avec le pouvoir malien et le pouvoir abidjanais, je ne dis même pas les deux pays, Mais ils n'ont sont-ils jamais devenus cessé- amis? ils n'ont Mais ils jamais ont cessé cessé à un d'être moment quand tu as amis. bloqué mes enfants pendant des mois. Donc s'ils sont devenus amis, je ne comprends pas pourquoi ces âmes traînent. Parce qu'à un moment, il faut qu'on sache ce qu'on veut. Soit on est en de bons termes avec un pays, et donc on fait les choses correctement, ou on est en de mauvais termes. Alors, je vais caricaturer. Ouais. Le ballon de votre fils a cassé la vitre, certainement, de chez votre voisin. Ouais. Alors, votre fils avait été un tout petit peu retenu. Le voisin dit, allez, tu retournes chez ton papa, mais je garde le ballon. Mais moi, je dis non. Parce que l'enfant, il doit continuer quand même de jouer. Évidemment. Ah, mais bien sûr. Non, mais il doit jouer. Mais en jouant, il peut Et moi, casser je prends encore la une autre vitre. responsabilité. Non, je prends la responsabilité de réparer comment on appelle ça, la vitre qui a Non, été mais en cassée. fait, je suis Mais pas l'enfant d'accord doit avec jouer, il doit aller jouer l'exemple ailleurs. que tu as Je sais donné, pas. Brice. Isabelle, c'est pas Mais bien d'accord. sûr, on va pas. Parce que- Pourquoi je parce fais que- mon méchant, c'est ça? Oui, non, parce qu'on n'a pas cassé de vitre en fait. L'enfant n'a pas cassé de il n'y a vitre. pas eu de dommage, en fait. Voilà, il n'y a pas eu de Non, mais ça dommage. risquait de casser. Ils avaient peur que ça casse. L'enfant a pris le ballon, il partait jouer avec l'enfant du voisin. Oui. Voilà. Et du coup, l'enfant en Le question voisin, a ouais. été, voilà, le voisin a retenu mon enfant, mais il n'a pas cassé la vitre. Non, je veux vraiment que Mais Brice, ce soit moi, une Brice, moi, nuance, qu'on soit d'accord. Brice, je veux me jouer encore les prophètes sur ce dossier. Oui. Après le scénario que j'ai décrit qui s'est ficelé, vous savez que Et selon en certains... temps, vous avez prophétisé Non, autre non, chose pas qui le se- football, laisse le Ah, football. ok, d'accord. Le- Ah, vous êtes un prophète le foot ne m'a politique. pris encore. Vous êtes un prophète politique, Voilà, pas le foot ne m'a pris sportif. encore dans ma prophétie. Parce qu'avec les évents, c'est jamais, il ne faut pas C'est vrai. prophétiser. Voilà, comme je le disais, je pense, parce qu'on est sans ignorer qu'il y a quand même une invitation officielle qui a été adressée quand même aux autorités maliennes pour une visite en Côte d'Ivoire. J'espère que le président Assimi Goïta va finir par accepter cette invitation et en venant certainement dans ses bagages avec nos âmes, quoi. J'espère bien. Donc on attend de voir. Très bien. En tout cas, on est sûr que nos amis, parce que c'est le cas de le dire, nous sommes amis. D'ailleurs, il y a cette invitation du pouvoir ivoirien donc,
à la junte malienne, donc au colonel Assimi Goïta, à se rendre à Abidjan dans le cadre d'une visite d'amitié. L'invitation est toujours d'actualité. Nous attendons toujours. Nous l'attendons, le colonel Assimi Goïta. Nous l'attendons. Il viendra avec l'autre avion qui transporte nos armes. Sait-on jamais, ça peut être ça. Ça peut être ce scénario-là. En tout cas, on va se référer à vous. Retour en Côte d'Ivoire, donc à notre politique nationale. André, il y a du mouvement au PDCI RDA. Ah, mais même beaucoup de mouvements. Il y a même beaucoup de mouvements. Vous savez, depuis quelques temps, il y a quelques cadres quand même assez importants qui ont manifesté leur mécontentement, et cela s'est traduit par des départs. Il y a par des départs, oui. Et, je crois qu'un des plus importants, vous me direz, si je me trompe, oui, c'est le directeur de cabinet. Oui, c'est l'ancien directeur de cabinet. Il y a eu l'ancien maire de Koumassi et bien d'autres. Donc, la réaction du PDCI, ça a été de nommer de nouvelles personnes à la vice-présidente, enfin notamment du président Bédier, ça a été de nommer des gens. Donc, je pense que la réaction, c'est de dire que non, il y a encore des militants au parti qui peuvent faire vivre le parti convenablement. Donc, de mon point de vue, c'est une réaction normale d'un parti qui dit la saignée, en réalité, n'existe pas. C'est 2-3 personnes isolées, donc on nomme d'autres et la vie du parti continue. Et non des moindres en même temps. Ce n'est pas deux citoyens, j'ai envie de dire lambda, qui quittent le parti? Oui, mais le PDCI en a connu d'autres avant. Enfin, il y a eu quand même le ministre Kadjoumani qui est parti et puis d'autres cadres qui ont... Même l'actuel Premier ministre. L'actuel Premier ministre. Donc, bon, je pense que c'est aussi la vie des Le partis. parti est resté solide. Voilà, la vie des partis. Bon, c'est aussi toujours à l'avantage du parti au pouvoir parce que nous entrons dans une année électorale et les gens ne savent pas de quoi demain sera fait. Parce que c'est important de le dire, ceux qui sont partis, eh bien, ils ont posé leurs valises au RHDP. Oui, c'est ça, au RHDP et en prévision aussi des joutes électorales à venir. Donc, alors, moi j'ai entendu deux ou trois versions de personnes qui quittaient le parti. C'est peut-être à l'unisson que les gens sur le départ abordent ces questions, mais j'entendais régulièrement dans les raisons du départ, on n'est pas écouté. Parce que je l'ai entendu avec Antoinette Conan. Ouais. Je l'ai entendu avec l'ancien maire de Koumassi. Mais quel leader de parti politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire écoute ses militants, ses collaborateurs? Je pense que on a souvent dénoncé ici l'absence de démocratie dans nos organisations politiques. Et je pense que quelque part, lorsque les militants n'arrivent pas à s'exprimer, mais comment font ceux qui sont toujours là-bas? Mais ceux qui sont toujours là-bas, soit ils bénéficient de la protection du chef, voilà, etc. Mais en même temps, une fois qu'on a dit ça, il faut qu'on dénonce aussi ce yo-yo politique. La transhumance. Voilà, cette transhumance. C'est-à-dire que soit on est dans un parti politique parce qu'on a des convictions qui sont basées sur un idéal qui est... par exemple, un idéal socialiste, un idéal libéral, quelque chose comme ça. Et quand cet idéal est dévoyé, c'est à ce moment-là qu'on peut dire « je pars ». Mais sinon, tous les militants ou tous les acteurs politiques importants des partis ne sont pas obligés d'être dans la direction. C'est le cas du PDC, tout le monde est vice-président. À un moment, on peut être simple militant et être dans un parti et surtout travailler pour que demain son courant prenne, j'allais dire, le pouvoir à la suite d'un congrès ou d'une convention. Et donc, on peut rester dans le parti et puis ne pas être d'accord sur la marche du parti. Mais je pose la question dans le sens contraire. Mais tout comme aussi... Et si peut-être ça va être ce que vous apprêtez à dire, et si on est dans un parti qu'on a l'impression, on a un peu l'impression que l'idéal qu'on s'était fait de ce parti-là est dévoyé, on a aussi le droit de quitter le parti. Mais c'est là que je voulais justement venir. Mais sauf que ce n'est pas cet argument qu'on avance, Élisée. Non. Quand vous dites que ce n'est pas cet argument qu'on avance, c'est quel argument qu'on avance? Moi, je pense que tous ceux qui ont dit qu'ils partent du parti, que ce soit du PDC ou bien que ce soit d'un autre parti, l'argument qu'ils ont toujours avancé, c'est le fait qu'ils avaient l'impression que le parti n'était plus sur la ligne directrice qu'elle devait être. Ils ne se sentaient plus vraiment dans la vision qui était au départ. C'est ce que les uns et les autres avancent comme argument. Mais moi, je me dis que autant on est dans un parti qui se veut démocratique, comme on le dit, mais autant aussi on admet
le choix des personnes à un moment donné d'estimer qu'ils ne se sentent plus à l'aise ici et le parti, c'est leur droit le plus absolu. Sauf d'autant plus que militer dans un parti, c'est une décision personnelle. C'est une décision personnelle. C'est pas quelqu'un qui t'emmène d'un parti. Mais en même temps, Donc, le PDCI, lorsque ces cadres s'en vont, n'a jamais fait de communiqué. Mais justement, il en a. Voilà, pour dénoncer leur départ. Je suis entièrement d'avis. Moi, Voilà. je tente de réagir en fait, ce qu'André a dit. Sinon, je suis entièrement d'avis. Ils n'ont pas fait de communiqué, c'est normal. Le PDCI, quoi qu'on dise, quand même, c'est un parti qui a plusieurs cadres. Rien qu'à avoir ceux qui sont nommés comme vice-président et autres, c'est plusieurs personnes qui sont des cadres. Donc, il a un vivier dense. Maintenant, comme je le dis après, quand on finit de parler de tout ça, moi, je crois qu'il ne faut pas aussi qu'on paie. Il y a certaines choses, quand même, qui ont tendance très souvent à saper un peu, je dirais, ce qui est important. On sait que le PDCI est en train de préparer un congrès depuis quelques mois. Et ce congrès même était imminent quand Sindé a été reporté pour des raisons qu'on n'a pas vraiment connues en tant que tel. Aujourd'hui, on n'a plus de départ. Ce qu'André veut poser comme question, je lis un peu dans ça. Moi, je n'ai pas dit forcément que c'est ce qui vaut le départ. Ouais. Je me dis que je ne suis pas en train de dire ce qui vaut le départ. La question du départ, on en a parlé. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de manque de loyauté vis-à-vis d'un parti, vis-à-vis d'un idéal, d'un parti politique, un peu dans ce qu'on a l'habitude de... C'est un peu de tout. Après, je sais pas, mes camarades peuvent répondre sur la question de la loyauté, mais moi, je peux comprendre qu'on quitte un parti qui est libéral, ou bien un parti comme le PDCI, qui est un parti libéral de droite, et se dire, je vais créer mon parti parce que je pense qu'on a dévoyé un peu, ou on n'a plus respecté l'idéal qu'on avait, qui était le libre marché, etc. Je peux comprendre, je vais créer mon parti. Mais quand on quitte un parti, comme par exemple le PDCI, et puis on se retrouve... Un parti libéral comme le RHDP. Non, le RHDP, encore je dis, où on se retrouve au PPACI, ou vice-versa, c'est des partis qui n'ont rien à voir ensemble. Ne serait-ce que d'un point de vue idéologique, en fait, c'est ce que je veux dire. Et c'est là où on commence à se poser la question sur la loyauté, parce qu'on se dit, si ce n'est pas une raison idéologique, ça peut être quoi? Mais ça peut être... Non, mais la loyauté, d'abord, la loyauté, c'est quoi? On est loyal qu'envers celui qu'il est en retour vis-à-vis de nous. Non, comment donc, ça, Isabelle? Si on estime que notre parti nous a trahis, à un moment donné, ben, on se déroute en fait. Le PDCI est le plus vieux parti. J'aimerais bien également qu'on fasse la différence entre le parti et les hommes qui constituent le parti. Parce que le PDCI est le plus vieux parti de la Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas quelques-uns qui vont quitter le parti pour aller ailleurs que ça veut dire que le parti va mourir, etc. Non, ça, on est d'accord là-dessus. Ces personnes qui sont parties, c'est parce qu'on les connaît de nom que c'est pour ça que ça fait du bruit quand elles partent. Sinon, il y a d'autres jeunes aussi qui peuvent quitter le PDCI et venir au RHDP. Personne n'en saura rien. On a reçu le vice-président qu'il y avait le nom de quelqu'un. Au niveau de la loyauté, moi je fonctionne, je parle de moi à titre personnel, je fonctionne à la loyauté en fait, je suis loyale envers celui qui l'est en retour vis-à-vis de moi. Si j'estime que tu n'es pas loyal par rapport à mes convictions, par rapport à ma façon de penser ou par rapport à la vision commune qu'on avait, à ce moment-là je peux me dérouter en fait de... Moi, j'ai rarement vu un parti qui répond à ses militants en disant « je suis le parti bleu et donc moi... » Non, mais parce que c'est pas parce que c'est le parti qu'il faut tout subir non plus. Non, mais voilà, ça dépend des raisons. J'ai Élisée en réponse, s'il vous plaît. Non, je vais dialoguer un peu quand même avec Isabelle. Pourquoi on adhère à un parti? C'est parce qu'on a, je sais pas, on a un idéal commun. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ici, chacun des partis que nous connaissons a changé d'idéal? C'est là que je vais répondre. Non, ça va tous les deux, ça va, je vous ai entendu tous les deux. Merci Isabelle. Pourquoi voulez-vous juger ceux qui partent en fait? Non, la juge on ne va pas la juger, on va connaître la raison. Ceux qui viennent dans un parti politique, ils le viennent pour des raisons personnelles. Et quand ils partent, en fait, ils partent également pour des raisons qui sont personnelles. Donc, on ne va pas débattre, en fait, sur des raisons personnelles des uns ou des autres, parce que, bon, c'est légitime de venir... Le point que pose André, moi, je vais répondre au point d'André, parce que le point que pose André est un point fondamental. Et ce point, je pense que depuis lors, on l'a plus ou moins clarifié. Aujourd'hui, force est de reconnaître, et ça vraiment, à moins qu'on ne veuille se jouer les aveugles, force est de reconnaître que la question d'idéologie n'existe plus dans les partis politiques. Ça n'a aucun sens. La preuve, on va juste mettre depuis les années 95, 1995, jusqu'à aujourd'hui. C'est en Côte d'Ivoire qu'on a vu des partis qui sont censés être des partis de droite aller s'allier à des partis qui sont censés être des partis d'extrême gauche. Ils ont fait des alliances et ça a duré des années. Ces alliances se sont rompues. On a vu encore d'autres alliances sont créées, qui sont rompues, qui sont créées, qui sont rompues. Et aujourd'hui, on est en train d'assister même à des alliances, rapprochements entre des socialistes
Vous voyez? Et puis des libéraux, je dirais même des extrêmes droites, en fait, qui sont aujourd'hui en train de se mettre ensemble. extrême Donc, en droite, réalité... mais Bon, pas extrême droite, pardon. Pas extrême droite, pardon. Oui, mais disons, Mais disons hier, des justement, républicains. je disais, nous Mais- recevions le vice-président du FPI, Jean-Denis La Jeunesse, qui estimait que ces alliances-là étaient possibles Mais c'est là que je te dis aujourd'hui. Non, André vient de poser la question. Les alliances des partis de gauche, ils peuvent s'allier par exemple au PPACI Mais bien ou sûr. au COGEP. Mais aujourd'hui, ce Ou bien qu'il avec nous a donné de voir. il dit quelques partis que ce soit, Ouais, mais c'était très donc- clair. Donc c'est ça, c'est pourquoi je dis aujourd'hui la question même d'idéologie, honnêtement, si on veut être honnête, on reconnaîtra que c'est des choses qui n'existent quasiment plus dans les partis. Les partis aujourd'hui sont animés par une volonté de conquête du pouvoir, quelle que soit la méthode et le moyen. Donc si on peut s'allier avec quelqu'un avec qui on n'a pas la même manière de concevoir les choses, on s'allie. Et c'est une réalité aujourd'hui. Ce que tu dis est Isabelle- non, ce que tu dis est très fort quand même. Pourquoi? Peu importe les moyens, ça veut dire qu'on peut arriver au pouvoir. Non, sur- quand je sur parle coup de d'État. j'ai fait un argumentaire sur par rapport à l'idéologie, l'alliance, par rapport à l'alliance, voilà, vous sur voulez l'alliance. C'est-à-dire Pas que aller chercher sur les pas- communications. j'ai pas fait de trucs sur la rébellion, s'il te plaît. J'ai fait un argumentaire c'est bien, vous sur les précisez alliances, votre vraiment sur les pensée. convictions Parce que politiques, en c'est- fait. Faut pas qu'on vous Voilà, donc c'est attribue des important. choses, Voilà, c'est Elle important. a permis de- que vous précisiez votre Merci pensée, beaucoup, Isabelle. merci. Sinon, c'est ça. Isabelle. C'est ce que je voulais dire. Toussien, il n'a pas encore parlé. Non, enfin, En une minute, parce que j'ai un élément. il y a la pub. Non, j'ai un élément. Un élément. Bon, d'accord. Je pense que ceux qui quittent, enfin, recherchent simplement la sécurité. Voilà. S'il n'y a pas d'idéologie, il y a d'autres raisons qui sont personnelles. Je pense que toutes ces personnes-là font des calculs politiciens. Et on a plus d'assurance à pouvoir profiter de la politique et de la vie en étant au parti du, enfin, Non, mais parti justement, du gouvernement. Alain, justement, il n'y a pas que des mouvements dans un sens, il y a des mouvements dans J'en ai l'autre. pas vu beaucoup qui sont allés au PDCI ou Voilà. au PPACI qui ont quitté le Oui, non, RHDP. mais en fait- À Alors, soyons notre pragmatiques. si on veut Niamey être Conan. factuel- Le mercato est général. Non, mais si on Non, veut mais il y a si M. on veut être Niamia Conan, factuel- et André le disait, M. Niamia Conan, c'est dans l'autre sens. Non, mais lui, Si ça on fait plusieurs mois qu'il était en rupture de banc avec le RHDP. Donc, je veux dire, qu'il rejoigne le PDCI, pour moi, ce n'est pas un événement Il y a important. même Si on veut être des enfants factuel- Mais ça veut dire de qu'il la n'a pas maison quitté. des savants et qui reviennent aussi. Oui, voilà. Si on veut être factuel, les mouvements qui sont en train d'être faits, ce sont des mouvements en fait de l'opposition vers le parti au C'est pouvoir. ça. Et j'ai envie de citer Et c'est là en où on fait, peut dénoncer, on doit dénoncer. J'ai envie de citer, Qui veut rester paix à son âme, opposant? J'ai envie de citer, paix à son âme, Fologo qui disait, mais qui a envie de sécher son habit sous la pluie? Voilà. Voilà, il faut sécher Non, ton mais habit c'est au ça soleil. c'est ça qu'il faut Non, dénoncer ou parce bien- que ou bien la juste pour être beauté de la contemporain. démocratie, c'est de dire qu'il y aura de l'alternance. Donc, je peux être sous la pluie avec mes habits, en train d'être mouillé, mais je me bats, parce que bientôt je vais être au soleil. Mais c'est ça, mais mais c'est ça. Non, bien Qui a sûr, je suis envie de rester désolé. longtemps dans une traversée de désert? Ça fait combien Non, d'années? mais c'est pas Non, comme ça parce que ça que c'est là se qu'il Mais faut avoir des après- convictions. mais Le jeu Moi, politique, je suis dans Mais il y a plus, c'est l'opposition. pour ça que je Mon dis, frère. il y Moi, a je des suis dans raisons qui sont l'opposition, j'ai personnelles. mes Donc que ce convictions, soit et c'est parce que mes convictions sont fortes que je pense que de l'opposition, on pourra vais arriver aller un au jour pouvoir. au Un homme pouvoir. politique doit toujours anticiper, même sur la victoire. Donc, ceux qui partent au RHDP anticipent déjà sur les futures victoires. La future victoire de Mais il y a un qui Ben, du contemporain. parti au pouvoir, certainement. Mais pour rester dans la dynamique des contemporains, Voilà. il y a un contemporain Non, qui je suis d'accord avec expliquait cet quel argument. mal il y a à s'asseoir quand on est resté longtemps inutilement debout. Ça, c'est Bon, ça, Franck c'est- Anderson. Non, mais je suis pas. Je suis C'est pas pour juste d'accord. citer les Il contemporains. peut y avoir des dissensions sur un certain point, mais la colonne vertébrale doit nous faire rester dans le parti et militer. Mais André, pour on ne prendre peut le pas pouvoir. rester contre son gré dans un parti Bon, ok, politique. bien donc, entre- ok, d'accord. Voilà. Mais personne n'a été expulsé une fois d'un parti politique. Voilà. J'ai pas vu quelqu'un. Ils veulent partir, c'est leur liberté. ils sont partis, mais ils peuvent revenir. Non, mais Brice, au aussi. final, Donc, il est quand même le bien. on a vu Non, mais au ça. final, il est quand même bien de Légitime, reconnaître. voilà. Il est quand même bien de reconnaître aujourd'hui que la question d'idéologie devient l'heure, en réalité. Franchement. Non, ça, moi, j'ai C'est- entendu, je n'ai pas contredit parce qu'effectivement, c'est un vrai débat qu'on doit avoir un jour avec les politologues et les observateurs politiques en Côte d'Ivoire, bien sûr. pour savoir c'est quoi l'idéologie de chacun des partis de ce pays, pour qu'on comprenne et justement pourquoi on milite dans un parti. Non, mais encore, les partis, bon, moi, encore, quand tu dis les partis, je veux bien que les partis en termes d'institutions, mais c'est surtout les hommes de ces partis-là. En quoi ils croient, il faut se poser la question. vous savez- Non, Ah, mais ça aussi. aujourd'hui, on est beaucoup rattaché en Depuis fait qu'on a fait le... à l'ethnie. Oui, oui. À Enfin, l'ethnie. à l'ethnie, Oui. c'est-à-dire que là où il y a le plus, par exemple, bon, j'ai pas envie de... Non, je vais m'arrêter là. Non, Je vais d'accord. pas- je vais pas- Forcément. Non, Ouais. j'ai Moi, pas je les Je pense que Tout ça, l'idéologie pas- disparaît en 99 avec la formation On du termine premier là-dessus. gouvernement voilà, Non, mais en militaire. 95 déjà. Oui, je peux dire. 95. Bon, donc on Oui, peut en même remonter 95, plus loin. oui, avec, Donc, avec, avec le Front républicain qui Oui, fait mais je le parle FPI. plutôt de la gestion du pouvoir où on associe des opposants déjà. Ah, Ensuite, le voilà. gouvernement d'ouverture Voilà. 98. Et ouais. ensuite, en 99,
en 2000, quand Laurent Gbagbo En tout cas, accède à la 2010, présidence, quoi. etc., et jusqu'en 2010-2011. Ouais, Donc, c'est vraiment pour finir de se super à l'indienne. Écoutons pour nous Mais rentrer est-ce que ce non, gouvernement-là a pu avoir vous de terminerez l'impact pas. social? Goûtez au pouvoir. Non, vous ne terminerez Ok. pas. Je sais pourquoi. Voilà, merci. André. Voilà, je m'apprête à me lever. Parce qu'en plus, il y a le D'accord. JT que vous connaissez bien. Allez, on va au JT. On revient tout à l'heure pour la suite du débat. Isabelle, de sa jolie voix, a fait le décompte. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk en compagnie de la magnifique Isabelle Vovor. Quelqu'un m'a dit pourquoi chaque fois je dis magnifique, c'est vraiment parce que je le pense, Isabelle. Ah, c'est vous gentil, l'êtes. merci. Et Élisée Bolougbe, bon, je n'ai pas de compliment aujourd'hui, c'est pas grave, vous vous en passerez bien. Surtout que j'ai pas de cravate en plus aujourd'hui. Ben voilà, donc. Et puis André Bois est avec nous. Salut. J'ai pas de compliment non plus pour Ah. vous. Parce que j'ai Décidément. gardé tous les compliments pour notre invité. Ouais. Bien avant, on marque une courte pause. Nous sommes mercredi, la loi c'est la loi. En compagnie de Toseta, on part et on revient pour débriefer un tout petit peu. Ah, l'enfant là est frais. Théo aussi. Il dit, encore il va ici, tout le monde se prend pour corps habillé. Même Vigile, il se prend pour commando. Scout, il veut aller contrôler pièces de voiture. Tu n'es pas militaire, tu n'es pas policier, tu n'es pas gendarme, tu n'es pas eau et forêt, mais ton affaire de tri est trop. Aujourd'hui, on va parler des tenues réglementaires. Selon la disposition de l'article 332 du Code pénal ivoirien, quiconque, publiquement, sans y avoir droit, porte un costume, un uniforme, un insigne ou une décoration également réglementée est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et une amende de 150 000 à 1 500 000 francs. Ça veut simplement dire, tu n'es pas douanier, tu n'es pas policier, tu n'es pas gendarme, tu n'es pas militaire. Avant de porter une tenue, tu dois t'assurer que ce n'est pas dans le catalogue de l'armée. Tu as entendu? Si tu veux porter, il faut porter. C'est dans le cargo tu vas aller défiler. On se retrouve au camp. Et la loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. Mais voilà, il Ouais. faut retenir que si le treillis fait partie du catalogue de l'armée ivoirienne, eh bien, vous êtes passible de sanctions. Non, donc c'est dire qu'il faut quand même garder quand même son sang-froid quand des forces de l'ordre vous disent vous êtes en infraction parce que vous avez porté une tenue. Non, comment c'est pas prévenu de l'armée? Non. Tu as rien dans le catalogue? C'est ça. C'est ça en fait. Donc C'est ça. il faut vraiment être très très cool quand vous commencez à discuter avec les agents des forces de l'ordre. Ou bien les personnes qui ne savaient pas, tu t'envoies ton couturier Amadou Diaby, ça. je crois qu'il s'appelle comme ça, Oui. à Treichville. Il te fait une tenue. Ah tiens, je te fais une veste là. Donc avec le treillis de l'armée ivoirienne, vous ne savez pas vous porter. Il faut être justement très très cool. Il faut accepter qu'on vous donne l'information. Parce que quand vous ne savez pas, vous ne savez pas. Alors que nul n'est censé ignorer la loi dite. Mais loi, c'est en la dehors loi. du tri aussi, il faut noter que l'écusson même. Hein. C'est-à-dire même si tu n'as pas le tri, que tu as pris l'écusson, par exemple, une police nationale, et tu as pu coller, tu as aussi en infraction. Ouais. sûr. Non seulement tu as une infraction, mais même Là, la police c'est de la autre chose mode, même, même pas, si tu as une veste police nationale dessus, bon, il y a un problème. Mais vous avez bien raison de préciser de cela, préciser Élisée quand Bouloubé. même, ouais. Alors je disais, donc merci à Toseta qu'on va retrouver mercredi prochain pour un autre Et la loi, c'est la loi. Je disais que j'ai gardé tous les compliments pour notre invité sur le plateau, le professeur Gbédia Hortense Dodo. Alors tenez-vous bien, mesdames et messieurs, ça va prendre 1 minute, mais je tenais à lire cette partie de votre présentation. Vous êtes d'origine ivoirienne, titulaire d'un PhD en biotechnologie alimentaire, en biologie moléculaire de Penn State University, Pennsylvania, USA, d'un master en food science de l'University of Georgia,
d'une maîtrise en biologie animale de l'Université de Cocody d'Abidjan, d'une licence en chimie, biologie et géologie de cette Université d'Abidjan-Cocody. Vous êtes inventeur, entrepreneur, scientifique et présidente d'une compagnie que vous allez nous dire tout à l'heure, parce que là, mon anglais n'est pas arrivé à ce niveau-là. C'est Ingate... Non, vous allez me dire. Ingate Gene. Ingate Gene. L'arachide. Ah, c'est comme ça? Ingate génétique. Ah, c'est pas en Ingate anglais? gene. Non. Je savais qu'il y avait un truc que je comprenais. Une compagnie de biotechnologie dont la mission donc est d'apporter des solutions aux problèmes. Ingate. Oui, Voilà. l'arachide. Oui, parce que c'est en baoulé, Ingate. Yes. Voilà. Et je termine pour dire que vous avez travaillé pendant plusieurs années avec la NASA. Yes. Waouh. Bravo, madame. Bravo. Thank you. Pour compléter, actuellement, professeur titulaire à Fayette State University, Caroline du Nord. Il fallait qu'il mette son anglais. Son anglais est dedans. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Merci C'est un plaisir d'être avec vous. You can continue in English? We can do it in French too. Okay. So, Mr. Elise Bolugbe, Isabelle Vavor, Miss, and other person on this. My bro, French is better. Just want to know what's about you. Ça, c'était la partie, justement, pour montrer. Pour montrer que tu maîtrises ton anglais. Professeur, qu'est-ce qui vous fait courir autant? Life. La télé. Life, la vie, C'est ça. la joie de vivre, la joie de contribuer, la joie d'être une femme africaine, d'avoir appris tout ce que j'ai appris, non seulement ici en Côte d'Ivoire, mais également à l'extérieur, aux États-Unis, et de pouvoir revenir au pays et contribuer à ma manière au développement et à l'expansion de la Côte d'Ivoire. Mais là, je dis, hurrah, vous êtes revenu d'une certaine façon. Yeah. Vous avez pied au pays pour travailler à faire avancer les choses. C'est parfait. Oui. C'est parfait. Donc, vous avez une merveilleuse histoire, hein, justement, qu'on partage. Oui, il faut qu'on en parle. Vous faites partie de ce qu'on appelle des cerveaux, hein, dont la Côte d'Ivoire peut être très, très fière. Et c'est un honneur pour nous de vous recevoir sur le plateau. Élisée Bolubeu. Oui, j'ai lu dans la biographie du professeur qu'elle a même eu un financement de la NASA sur un projet. Donc, on voit qu'à un certain niveau, au niveau quand même des États-Unis, vous êtes arrivé quand même à des sphères un peu élevées. Et aujourd'hui, quel est, je dirais, l'impact de toute cette expérience-là pour votre pays, en fait, aujourd'hui? Puisque vous décidez de revenir, c'est dans quel secteur, comment est-ce que le pays peut compter sur vous. Je dis, voilà, reçoit cette contribution? Yeah. OK. Laissez-moi d'abord donner quelques éléments de clarification vis-à-vis de mon partenariat avec la NASA. J'ai travaillé pendant plusieurs années. Étant food scientist dans l'alimentation, notre rôle, c'était de pouvoir mettre de la nourriture en place pour les astronautes lorsqu'ils sont dans l'espace. C'est ça. Wow. Et de faire de la culture, donc de planter. Comment est-ce que vous arrivez à planter une plante dans l'espace? Donc, c'était vraiment un challenge très intéressant, mais nous avons réussi à le faire avec du aquaponique, hydroponique, etc. Donc, nous avons réussi à mettre en place une culture d'arachide et de patates également qui peut pousser dans l'espace, dans un Control Environment Lab Support System à la NASA. Alors, quelqu'un a envie de dire, attendez, si vous arrivez à faire pousser des plantes dans l'espace, eh bien, vous arriverez à faire pousser des plantes n'importe où sur cette planète. Écoutez, la science, je suis scientifique de base, hein, donc je fais la promotion de la science, non seulement vis-à-vis des jeunes filles, mais vis-à-vis de la jeunesse en général. La science, c'est ce qui fait vraiment développer et évoluer un pays. Lorsque vous regardez un peu partout dans le monde, les pays tels que les États-Unis, la Chine, etc., vous réalisez que leurs contributions scientifiques sont très élevées. Ouais. Donc, il faut réaliser que, j'ai comme l'impression ici, parfois on met les scientifiques un peu en second plan, mais pour le développement d'un pays, ça passe forcément par la science et la technologie. Quand vous dites ça, avant d'aller plus loin, parce qu'on va revenir sur votre parcours, comment vous avez observé un peu ce qui se passait chez nous ici avec l'affaire des docteurs? Vous avez entendu parler de ça ou pas? Les docteurs ivoiriens qui n'ont pas été recrutés par l'État. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? C'est dommage, c'est dommage. Vous avez OK. Même si on ne parle pas des docteurs, vous avez, écoutez, la richesse de ce pays, c'est la jeunesse. En ce qui me concernait, vous avez toute cette matière noire. On pourra absolument revenir sur ça. Je ne dis pas matière grise, mais matière noire. Matière noire. Parce qu'il n'y a pas de matière grise, hein, c'est de matière noire. Mais vous avez tout cet intellect-là qui est valable pour nous et qui n'est pas utilisé. C'est vraiment dommage, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'il faudrait recadrer ça parce que
si des gens ont fait des études aussi élevées, ils peuvent forcément contribuer, surtout quand c'est dans la médecine. Ils peuvent forcément contribuer à réduire le niveau de maladies, dans etc. tous les domaines. Hein. Oui, Voilà. dans tous les domaines. Mais Donc, juste pour rester encore sur cette même ligne, excusez-moi, est-ce que votre présence en Côte d'Ivoire, c'est chez vous, etc., le ministère sait que vous êtes là, vous vous êtes rapproché, c'est quoi aujourd'hui? Parce que pour comprendre comment une éminence comme vous... Comment on entretient, comment on l'exploite, est-ce qu'on est au courant de votre présence, en fait, à part Live TV qui fait les choses bien, vous savez, mais est-ce qu'on sait que vous êtes là? En effet, vous faites des choses très bien, Ouais. voilà pourquoi nous sommes ici, d'abord. Je suis venue en privé, je suis une citoyenne privée qui vient dans son pays, voir la famille, etc., mais également pouvoir rencontrer les personnalités, les autorités, etc., pour voir comment on peut contribuer à notre niveau. Alors justement, pardon, on va revenir, il disait André, à votre parcours. Vous faites l'université de Cocody Abidjan, et après vous décidez à un moment donné d'aller tester ou à renforcer vos capacités ailleurs. C'est ça. Expliquez-nous un tout petit peu comment ça évolue jusqu'à là. Alors, j'ai fait une maîtrise de sciences animales à l'université de Cocody. À l'époque, il n'y avait pas de... Je voulais faire des sciences alimentaires. À l'époque, il n'y avait pas de département de sciences alimentaires. Excusez-moi, à cette époque dont vous parlez date de quand, est-ce qu'on peut la circonscrire dans le temps? OK, so I left around 80. Il me bloque. Hein, Parce que souvent, 82. Souvent, il C'est réfléchit en très loin, 82. c'est très loin. 82, 82. Yes. Ouais, ok. Donc, il n'y avait pas de département de sciences alimentaires, c'est ce que je voulais faire. J'ai eu l'opportunité de bénéficier d'une bourse d'études qui m'a fait partir à l'université de Georgia, où j'ai fait ma maîtrise en sciences alimentaires. Après ça, j'ai fait un doctorat à Penn State University en sciences alimentaires, biotechnologie alimentaire, en plus de la biologie moléculaire. Vous savez, la science évolue, il faut avancer avec la science. Donc, à cette époque, c'était vraiment la biologie moléculaire qui était vraiment, et qui est toujours vraiment dans les sphères, how do you say that? Réfléchir en anglais. Dites, je vais traduire. Vous pouvez dire, je vais traduire. Yes, like the newer science and the newer technology. Les plus nouvelles. Voilà, et technologies. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et pratiquement toute ma carrière professionnelle a été non seulement au niveau de l'enseignement, à l'université d'Alabama, université d'agricole d'Alabama, mais également dans la recherche. Comment se fait votre contact avec la NASA? OK, je vivais, donc j'étais professeur à Alabama A&M University, dans la ville de Huntsville. NASA, Marshall Space Center, qui est le centre de recherche de la NASA. Donc, vous savez, la NASA a plusieurs pôles. Vous en avez un en Floride, un en Alabama, un au Texas, etc. Donc, le centre de recherche de la NASA se trouve dans la ville de Huntsville, dans laquelle j'étais. OK. Donc, vous savez, aux États-Unis, lorsqu'ils ont des besoins, ils font des appels à candidature. Exactement. Et donc, nous avons postulé, et nous avons été l'une des heureux gagnants. Et depuis lors, la Côte d'Ivoire, votre contact avec la Côte d'Ivoire, vous reveniez, est-ce qu'aujourd'hui les autorités ivoiriennes ont eu vent de votre parcours qui est tout à fait enrichissant? C'était quoi vos rapports avec vous? Parce que nous permettez-moi d'en rajouter, vous savez, on comprend, vous avez répondu tout à l'heure en nous disant non, je suis venu dans un cadre privé. Mais nous, on se dit, l'État de Côte d'Ivoire doit quand même savoir qu'il y a un de ses compatriotes, un de ses... Voilà, qui est quelque part, qui se comporte bien. Est-ce que ça a été fait un de ces jours? Écoutez, j'ai déjà participé à... J'ai contribué, vous avez sûrement, vous vous souvenez de VITIB, hein? Oui, VITIB, bien sûr. De l'innovation technologique. On salue Dr Pongo d'ailleurs. Exactement. Donc, l'équipe originale de VITIB avec Feu Cragbé Vincent. C'est ça aussi. Je faisais partie de cette équipe-là. Donc, le côté B, VITIB, le B de biotechnologie, c'est moi qui étais. Ah, d'accord. Voilà, donc j'ai travaillé ici à Bassam avec cette équipe-là. C'est nous qui avons vraiment monté le projet VITIB pour qu'il soit ce qu'il est maintenant. Donc, j'ai effectivement, à certains moments, contribué ici. Pendant tout un an, j'ai pris une année sabbatique pour venir faire ma part ici. Et puis ensuite, je suis reparti aux États-Unis, etc. Alors, toujours au niveau de votre contribution, plutôt que d'attendre que les pouvoirs publics, en fait, viennent à vous, est-ce que vous avez, par exemple, certaines initiatives que vous aimeriez implémenter en Côte d'Ivoire? Yes, a lot of them. Beaucoup.
Donc, au niveau... OK, nous venons de parler de Viti. Là, déjà, rapidement, la semaine dernière, j'étais à Lozoa, dans mon village. Oui. Je suis de la région de Grand Laou, Lozoa. La région de la Guinée. Voilà, très lagunaire, très beau, un très beau site. Donc, nous venons de mettre en place une usine de fabrication d'attiéké. Alors, vous savez quelque chose, l'attiéké, bon, ici, tout le monde mange l'attiéké, hein, Oui. mais quelque chose que j'aimerais dire, c'est que le manioc, c'est une tubercule qui pousse un peu partout dans le C'est ça. monde. En Amérique latine, Partout, ouais. partout en Afrique, même en Indonésie, etc. Mais est-ce que vous savez que la plupart des populations qui ont le manioc ne font de la bouillie, de la poudre, etc. La Côte d'Ivoire est le seul pays C'est vrai. qui a réussi à mettre en place un protocole qui va depuis le manioc jusqu'à l'attiéké, qui est vraiment une denrée qui est aujourd'hui prisée par le monde entier. Mais il faudrait qu'on ressente ça, quoi. Il faudrait qu'on soit fiers de ça, parce que nos ancêtres, ça prend de la créativité, ça prend du génie, hein, pour pouvoir penser à ces étapes-là, pour pouvoir finir à avoir... même le Nigeria, il s'arrête au Gari. C'est ça. Il n'y a personne Qui dans ce allait monde jusque sur nous, hein. cette Qui est arrivé à planète cette que la cellule-là, Côte en tout d'Ivoire, cas. voilà. Donc, nous avons pensé que l'attiéké, c'est quelque chose, dans cette région, ça fait partie de l'ADN de tout le monde. Donc, il faut promouvoir ça, il faut valoriser cette connaissance. Mais comment vous et allez... pouvoir l'importer, l'exporter, disons, c'est ça. vers les autres Quelle va être pays. votre contribution, vous, une scientifique, tout ce que vous avez dans ce processus-là? Yes, donc on a déjà mis en place une usine de fabrication d'attiéké. Bon, donc effectivement, il y a le concept de base. Mais vous savez, je suis food scientist, hein, donc scientifique alimentaire. C'est ça. Et le manioc peut être utilisé à plusieurs niveaux. Dans le bio, éthanol, dans donc carburant, du carburant, ouais, c'est etc. Dans le organique, fertilizer, dans l'engrais, dans plusieurs niveaux. Hein, voilà. Ouais. Donc, nous allons essayer de mettre en place plusieurs étapes qui vont, non seulement on fait l'attiéké comme on le fait normalement, mais en plus les dérivés du manioc. Ouais. Voilà. Donc, et ça, c'est pour réduire la pauvreté dans cette région, pour contribuer au développement économique de la région. Hein. Ouais. Vous aviez évoqué votre projet tout à l'heure qu'on appelle Ngate. Ngate génétique. Est-ce que vous pouvez revenir un peu dessus? C'est quoi ce projet et quel est son impact en réalité pour nos populations? OK. So, Ngate Gene, c'est le nom de notre compagnie. Je suis ici avec le docteur Conan, qui est mon collègue et également mon mari. Ouais. Il est assis à côté. Et nous travaillons depuis plusieurs années à développer une nouvelle variété d'arachide qui est dépourvue d'allergènes. Vous savez, aux États-Unis, les enfants, certains enfants, ne peuvent pas manger de l'arachide. S'ils arrivent par contamination, ils mangeaient, ils touchaient même un peu d'arachide, ils peuvent en mourir. Wow. Voilà, ce sont les allergies aux arachides. Donc, les États-Unis ont demandé un appel, la contribution des scientifiques pour résoudre ce problème-là. Et donc, nous, notre laboratoire a été sélectionné pour cela. Donc, nous recevons du financement de National Science Foundation, donc la Fondation nationale de la science, USDA, département d'agriculture, NIH, National Institute of Health, donc de différents départements fédéraux, voilà, pour résoudre ce problème-là. Donc, nous utilisons différents types de technologies pour résoudre le problème de l'allergie aux arachides. Nous avons déjà 4 brevets là-dessus, les seuls aux États-Unis, enfin les seuls dans le monde. Et donc, nous continuons de travailler là-dessus. Alors, le problème des allergies aux arachides, heureusement, ce n'est pas un gros problème pour les pays africains. C'est ça. La plupart des enfants ici n'ont pas vraiment ce problème-là. problème-là. Bien que j'ai fait quelques recherches avec une collègue, Dr Crésois, à l'Institut Pasteur ici, on réalise que ce taux est très faible ici. Est non seulement faible, mais malheureusement, il est en train d'augmenter. Il est en train d'augmenter. Compte tenu des habitudes alimentaires. Exactement, à cause des nouvelles habitudes alimentaires qui sont adoptées. Donc, il y a un concern, il y a une inquiétude là-dessus, mais de façon générale, c'est plutôt dans les pays soi-disant développés, donc les États-Unis, l'Europe, où on a vraiment ce problème-là qui est vraiment un gros problème, où les enfants meurent chaque année. Donc vous anticipez. Il faut déjà faire la surveillance. Mais pour revenir encore sur le côté un peu pratique par rapport à nos populations agricoles, ce projet-là, est-ce que finalement, on peut planter l'arachide que vous allez promouvoir aux États-Unis ou bien ce sera essentiellement ici pour que ça profite un peu à nos populations? Mais écoutez, c'est l'une des propositions qu'on pourrait faire. Hein. Mais effectivement, on peut planter ce type d'arachide parce que c'est une nouvelle variété qui est
seulement, c'est nous qui détenons Il avait déjà implémenté, qui avait le brevet de ça. Et puis les semences de ces arachides-là. Ok. Voilà. Donc, et effectivement, dans le temps, on avait discuté de ça avec... c'est quelque chose qu'on pourrait discuter Est-ce que avec... vous avez réussi à isoler l'agent, la molécule qui créait donc l'intolérance pour les enfants? Alors moi, j'ai envie de vous poser la question, je veux dire, en parlant de la sécurité alimentaire. À certaines périodes de l'année, en Côte d'Ivoire, il y a certaines denrées en fait qu'on ne retrouve plus. Il faut attendre peut-être une autre saison pour pouvoir... Voilà, il y a de la pénurie. Il faut attendre une autre période pour pouvoir l'avoir. Est-ce que vous qui avez réussi à faire pousser la patate dans l'espace, vous pouvez arriver en fait à rendre périn en fait certaines cultures peu importe la saison. C'est ça, la question des cultures hors saison. C'est une vraie problématique chez nous, à ce qu'elle dit. Mais en fait, c'est un peu ce souci-là qui m'a lancé dans cette démarche de sciences alimentaires. Parce que très jeune, j'étais choquée quand j'allais au marché, marché ici en Côte d'Ivoire, de réaliser que pendant certaines périodes, il y avait de la tomate à profusion dans le marché. Et c'est vraiment très typique avec la tomate parce qu'il y a tellement de tomates que c'est partout, par terre, et c'est pas très beau à voir. Et puis, quelques mois après, plus de tomates. Alors, c'est quelque chose qui, très jeune, m'avait frappé et je me suis dit, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, la transformation. Donc, pour répondre à votre question, oui, on peut travailler sur de nouvelles variétés de différents produits. Ce qu'on fait aussi, je vais peut-être parler de l'igname, mais on peut surtout travailler sur la transformation. Donc, pour le cas de la manioc, on peut faire la transformation de la tomate en paste, en pâte, en différents produits qui peuvent être utilisés même en contre-saison. C'est vrai, il y a deux solutions. La solution de la culture elle-même, contre-saison, mais la solution du processing, de la transformation. Je pense que c'est ce qui nous manque beaucoup ici en Côte d'Ivoire. Il faudrait vraiment qu'on se mette un peu plus à transformer nos denrées alimentaires. Non seulement parce que c'est plus utile, mais également en termes d'économie. Ça rend flou beaucoup plus l'économie plutôt que de vendre nos matières brutes. J'essaie de vous couper parce qu'on va nous prendre l'antenne tout à l'heure. Pour terminer vraiment là-dessus, est-ce que, quand vous avez dit tout ça, tout ce qu'on a entendu là, est-ce que finalement vous êtes arrivé à la conclusion que notre pays a un problème quelque part que vous avez identifié? Vous avez fait le VITIB, là vous parlez des cultures contre saison. Ça peut être quoi justement, peut-être en 2-3 phrases, ce que vous pensez qu'on devrait faire là maintenant pour changer vraiment d'option? Écoutez, je pense qu'il faut mettre l'accent sur la formation des jeunes dans les sciences et les technologies nouvelles. Je fais beaucoup de formations sur les STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Et c'est dommage, je vais dire quelque chose qui est peut-être pas kosher, mais je vois qu'ici, les jeunes parlent beaucoup de politique. Ils ont tous les petits détails sur la politique. Mais lorsqu'on leur pose quelques petites questions scientifiques, ils n'ont pas le même engouement, ils n'ont pas le même enthousiasme. Il faudrait quelque chose que j'aimerais encourager, c'est que vraiment les jeunes s'intéressent beaucoup plus à la science et que justement c'est ce que nous venons offrir. Étant dans l'éducation, nous venons offrir notre côté, notre savoir-faire scientifique au pays, à la jeunesse, et vraiment encourager les jeunes à s'intéresser beaucoup plus à la science et à la technologie nouvelle. Parce que c'est la science qui porte le développement. C'est ça qui fait le développement. C'est pas autre chose, c'est le développement. Tout pays qui est développé est un pays qui est d'abord scientifique et qui a mis un budget spécifique vers les sciences et les technologies nouvelles. Alors, je sais, c'est marqué une éminence grise, notre manière, une éminence grise ivoirienne au service des États-Unis. J'ai même envie de le dire, on ne va plus la garder. Éminence noire. Oui. Il faut que je rectifie ça avant qu'on parte. Alors, écoutez, il n'y a pas de matière grise. Ne dites plus jamais la matière grise en parlant du cerveau. On a de la matière noire. Et cette matière noire, c'est quoi? C'est de la mélanine. Quelque chose dans lequel je suis spécialisée, la mélanine, qui est une molécule, qui est la molécule de la vie, que malheureusement, on a diabolisée. Et c'est dommage parce qu'ici en Afrique, nos jeunes filles se dépigmentent, se font beaucoup de choses, alors que la mélanine, c'est une molécule de la vie qui protège. Vous savez, le siège de l'intelligence dans le cerveau repose sur la mélanine. Et beaucoup d'autres choses sur la peau, sur les yeux, dans les oreilles, dans le cerveau, partout. Même quand une femme est enceinte. Vous savez pourquoi il y a le trait noir là, sur le ventre de la femme enceinte, vous voyez? Non, on dit ça peut être garçon ou bien femme. Voilà, donc ça c'est dans les généralités. C'est dans les généralités. C'est une science baoulée. Pourquoi, madame? Dites-nous. On apprend. L'embryon, le fœtus qui est en formation, a un besoin critique
en mélanine. Donc, le corps va chercher la mélanine. C'est pour ça que les femmes ont des masques de grossesse. Voilà, c'est la mélanine. Donc, et si vous avez des cas où on n'arrive pas à avoir suffisamment de mélanine pour l'embryon, parce que la mélanine est au cœur du développement de l'embryon. Et s'il n'y en a pas suffisamment, l'enfant sera avorté. Voilà. Wow. Donc, c'est très important. Je peux faire un grand développement sur la mélanine. Vous savez quoi? La matière noire, bravo. Non, désormais, la matière noire. Vous allez vous lancer dans quelque chose. Non, Merci beaucoup, professeur. Je veux dire, permettez-moi l'expression, je vais faire une phrase pour dire, c'est sans doute moi, ça fait un moment qu'on fait cette émission, c'est sans doute moi l'émission la plus enrichissante que j'ai jamais. J'ai failli dire Non, bravo, bravo. J'accepte pas, je m'en fous. Tu acceptes? En tout cas, on peut dire aujourd'hui qu'on était en face d'une scientifique. Ouais, merci beaucoup. Mais en tout cas, ça a été un vrai bonheur. Hein. Je sais, bon, vous allez m'enlever la bannière des États-Unis, là, parce que ça suffit. Parce que madame, aujourd'hui, est au service de la Côte d'Ivoire, de la matière noire. Et nous, on a été très, très heureux de vous recevoir. Merci. Je sais que de nombreux pays dans le monde vous font la cour, mais vous avez choisi de revenir au pays, en Côte d'Ivoire, servir votre pays. Et ça, c'est génial. Merci beaucoup, madame. Merci. Je disais que j'avais gardé quelque chose pour la fin. Vous êtes professeur média Hortense Dodo. Vous et nous, on est dodo pour la vie. Ouais. Merci, c'était un plaisir, un honneur d'être Bravo, avec professeur, c'était très bien. Bravo, bravo, professeur. On a été très heureux, vraiment très, très heureux d'être en votre compagnie. On vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau pour un autre numéro du Grand Talk. Je suis en noir, je suis très heureux d'être en noir. Que Dieu veille sur vous. De la mélanine, je crois que j'en ai beaucoup. La matière noire. En matière noire. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain. Merci, bravo. Merci.